Si vous voulez le poste, il est pour vous. Bon bah génial. Juste une petite précision, je suis travailleur handicapé. Ça m'empêchera pas du tout de réaliser les tâches du poste, mais je préférais vous prévenir. Ah non mais ça va pas être possible, on va s'arrêter là. Pardon? Mais attendez, vous n'allez pas me recruter parce que je suis en situation de handicap? Non mais c'est pas personnel, ne le prenez pas contre vous. Mais c'est surtout interdit. Légalement, vous êtes obligé de recruter des personnes en situation de handicap. Il y a littéralement un quota. On préfère payer. Payer qui? L'URSSAF? Quand on n'emploie pas le nombre de personnes en situation de handicap que la loi prévoit, on peut juste payer une contribution à l'URSSAF et c'est réglé. Dès qu'une entreprise dépasse 20 salariés, elle a une obligation légale. Employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Cette obligation concerne beaucoup de situations de handicap, dont des handicaps invisibles, et tous les types de contrats sont pris en compte dans le calcul de ces 6%, peu importe leur type ou leur durée. Et si l'entreprise ne respecte pas cette obligation de 6%, elle doit verser une contribution financière à l'URSSAF, sachant que le montant de cette contribution dépend de plusieurs critères, et que ce montant peut monter jusqu'à 600 fois le SMIC, c'est-à-dire jusqu'à 7 000 € par personne manquante, voire jusqu'à 1 500 fois le SMIC, donc plus de 18 000 € par poste, si l'entreprise ne déclare pas ou ne paye pas cette contribution. Mais attention, évidemment, payer la contribution, ça ne dispense pas l'entreprise de respecter la loi. Et refuser d'embaucher quelqu'un à cause de son handicap, c'est de la discrimination et c'est illégal. Donc si ça t'arrive, tu pourras toujours contacter l'inspection du travail ou le défenseur des droits, porter plainte ou encore aller en justice, et l'entreprise risquera 225 000 € d'amende. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. À partir du mois prochain, votre planning va changer. La période est ultra chargée, donc vous finirez à 20h. Ah non, mais ça m'arrange pas du tout. Ah bah vous allez vous débrouiller. Je vous rappelle que votre contrat prévoit que vos horaires peuvent changer. Donc vous n'avez pas le choix, sinon c'est sanction disciplinaire. Ok, bon bah tant pis. Au moins ça me fera des sous en plus. Non mais attendez, qui vous a parlé de sous en plus? Bah si je travaille plus, je dois être payé plus, non? Ah non, pas forcément. Votre rémunération, elle est encadrée par votre contrat. Même si je modifie vos horaires, je dois respecter cette rémunération. Donc je vais pas vous payer vos heures en plus. Quand tu es en CDI, il y a certains cas dans lesquels ton employeur a le droit de modifier tes horaires. Et si ces conditions sont remplies, toi t'as pas le droit de refuser ce changement d'horaire. Par contre, si la modification de ces horaires te fait travailler plus, ton employeur devra évidemment te payer les heures que tu fais en plus. Avec la modification de mes horaires, je dépasse 35 heures par semaine. Du coup, les heures en plus, ça devient des heures supplémentaires. Donc si vous me les payez pas, je vous préviens, moi j'irai au prud'homme. Non, mais c'est hors de question, vous ne les paierez pas. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez rien signé qui dit que vous avez travaillé plus. Donc devant un juge, vous n'aurez aucune preuve. Si les heures que tu fais en plus te font dépasser 35 heures par semaine et que ton employeur ne te paye pas ces heures supplémentaires, tu pourras aller devant le juge pour réclamer le paiement de ces heures. Déjà, il faut savoir que tu as 3 ans pour les réclamer et ensuite, même si tu n'as pas signé d'écrit qui dit que tu fais ces heures supplémentaires, devant le juge, tu pourras apporter tout élément qui prouve que tu as fait des heures en plus. Donc ça peut être des plannings, des mails, des SMS, bref, tout ce que tu pourras trouver. Et si le juge constate que tu as effectivement fait plus d'heures que prévu sans être payé, déjà, il pourra faire un rappel de salaire, c'est-à-dire qu'il va ordonner qu'on te paye ces heures en plus. Ensuite, il pourra aussi condamner l'employeur à te verser des dommages et intérêts. Et enfin, ton entreprise pourrait être condamné pour travail dissimulé, sachant que les peines pour cette infraction, c'est 3 ans de prison et 225 000 € d'amende. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je viens pour changer un pneu qui est à plat. Si on a qu'à changer, ça fera 120 €. Attendez, je vous fais le devis. Super, merci. C'est signé. Par contre, je suis un peu sous l'eau aujourd'hui, donc je pourrais pas vous le faire le jour même, mais revenez dans quelques jours, demain ou après-demain. Alors, on a bien pu s'occuper de votre roue, par contre, il y avait aussi un problème avec les plaquettes de frein et une fuite d'huile moteur, donc on s'en est occupé aussi. Et ça coûte combien tout ça? Alors, avec le pneu, ça fait 1 200 €. Mais attendez, j'ai jamais validé ces réparations, moi. Madame, on pouvait pas vous laisser conduire avec une voiture comme ça, c'est hyper dangereux. Mais ça change pas que j'ai pas accepté le devis avec les réparations supplémentaires. Donc il est hors de question que je paye plus que ce que j'ai signé, c'est-à-dire juste le pneu. Pour des réparations de sécurité comme ça, on n'a pas besoin de votre validation. On a le droit de réaliser les réparations directement et d'exiger le paiement du devis qu'on a mis à jour. Le garagiste doit toujours obtenir ton accord avant de réaliser des travaux supplémentaires. Donc s'il réalise des travaux qui n'étaient pas prévus initialement, toi juridiquement, tu as le droit de refuser de payer ces travaux pour lesquels tu n'as pas donné ton accord. D'où l'importance de toujours demander un devis, comme ça tu auras la preuve écrite de ce que tu as accepté ou non, et tu pourras contester efficacement le paiement de réparation que tu n'as pas accepté. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour, j'aimerais savoir si je suis fichée S. Pardon? En gros, je vous explique, il m'arrive plein de choses étranges. Par exemple, à chaque fois que je prends l'avion, je fais l'objet de contrôles de sécurité hyper poussés, beaucoup plus que les autres. Ok, et alors? On m'a dit que tout ça, ça pouvait venir du fait que j'étais peut-être dans le fichier des personnes recherchées. Donc potentiellement que j'étais fichée S. Ah non, mais on ne donne pas cette information. Mais attendez, j'ai bien le droit de savoir si c'est le cas quand même. Tu as le droit de savoir si tu es inscrit au fichier des personnes recherchées, qui est le gros fichier qui contient les fiches S. Pour exercer ce droit, il ne faut pas aller en commissariat, mais suivre une procédure spécifique. Premier truc, il faut écrire un courrier au ministère de l'Intérieur pour demander l'accès à tes informations personnelles. Dans ce courrier, tu vas préciser que tu veux accéder à ton éventuelle fiche S, tu vas faire une photocopie d'un de tes documents d'identité, tu vas signer cette photocopie et tu vas joindre ce document à ton courrier. Le ministère de l'Intérieur a 2 mois pour te répondre. Et si jamais, soit il te refuse l'accès au fichier, soit il ne te répond pas sous ce délai de 2 mois, tu peux saisir la CNIL pour savoir si tu es fiché
chez S, soit par courrier, soit en ligne. Et quand tu contacteras la CNIL, tu devras joindre certains documents à ta demande. Une copie d'un titre d'identité ou de ton extrait d'acte de naissance, là aussi tu devras signer la copie, et soit la copie de la réponse négative du ministère de l'Intérieur, donc la réponse dans laquelle le ministère de l'Intérieur dit non, je ne te donne pas accès à tes informations, ou soit si le ministère de l'Intérieur ne t'a pas répondu sous 2 mois, la copie de ta demande initiale, donc du courrier que tu lui avais envoyé. Pour plus d'informations sur tes rapports avec l'administration, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je crois qu'il y a un problème avec ma fiche de paye, je vois pas le remboursement pour la carte de transport. Oui, c'est normal, tu es stagiaire. Ok, je comprends pas le rapport. Bah, tu n'es pas salarié de l'entreprise, donc pourquoi on te paierait ton abonnement de transport? Parce que même si je suis stagiaire, j'ai droit aux mêmes avantages que les salariés, donc vous êtes obligé de me rembourser la moitié de mon abonnement comme pour les autres. La loi oblige les entreprises à prendre en charge la moitié des abonnements de transport de leurs salariés. Et les stagiaires ont le droit aux mêmes avantages que les salariés de l'entreprise. Donc si tu es en stage, ton employeur doit te payer la moitié de ton abonnement de transport, comme il le fait pour les autres salariés. Et d'ailleurs, ça vaut pour les CDD, les alternants, les personnes qui travaillent en temps partiel. Bref, ça marche pour tout le monde. Maintenant, si ton employeur refuse de te prendre en charge la moitié de ton abonnement de transport, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu fais la demande de remboursement par écrit en mettant un justificatif de ton abonnement. Si l'employeur refuse toujours, tu peux saisir l'inspection du travail, c'est gratuit. Ou enfin, tu peux aussi aller en justice, sachant que tu n'auras rien à payer puisque t'as pas besoin d'un avocat pour aller au prud'homme et que la procédure est totalement gratuite. Petite précision, tu peux te faire représenter ou assister gratuitement par une personne autre qu'un avocat. Je vous mets la liste ici, c'est bon à savoir. Et pour finir, ton entreprise, qu'est-ce qu'elle risque si elle ne te paye pas la moitié de ton abonnement de transport? 750 € d'amende, devoir te rembourser la moitié de ton abonnement de transport sur les 3 dernières années et te verser des dommages et intérêts pour les préjudices que tu as subis. Par exemple, si le fait qu'elle ne t'ait pas remboursé la moitié de cet abonnement de transport, ça t'a amené à avoir des frais de banque par exemple parce que t'étais à découvert, le juge pourrait la condamner à te rembourser ces frais-là. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. On va prendre une glace? Ah, attends, c'est mon boss. Allô? Léa, je suis vraiment désolée de te déranger pendant tes vacances, mais il faut que tu reviennes au bureau. Mais attendez, c'est mon 2e jour de vacances. Je sais, mais là, j'ai vraiment besoin que tu reviennes. Vous pouvez pas me demander de revenir comme ça. Si, j'ai le droit en cas de circonstances exceptionnelles. D'accord, et donc là, pourquoi je dois revenir au bureau? Écoute, j'ai besoin que tu reviennes, c'est tout. J'ai pas à me justifier. La règle de base, c'est que si tu es en congé, ton employeur ne peut pas te demander de revenir travailler. Mais il y a une exception, en cas de circonstances exceptionnelles, ton employeur peut te demander de retourner travailler même si tu es en congé. Par contre, ton employeur doit motiver les raisons de ce rappel. Ça veut dire qu'il doit t'expliquer pourquoi il va écourter tes vacances et te demander de venir travailler. Un membre de l'équipe est en arrêt, un autre est décédé, donc là vraiment j'ai absolument besoin de toi. Ok, mais moi là par contre je suis en Grèce, je peux pas décaler mon billet. Bah écoute, t'achètes un nouveau billet. Et vous allez me rembourser j'imagine. Ah bah non, c'est toi qui as choisi d'aller en Grèce, donc là c'est à ta charge. Si ton employeur te rappelle pendant tes congés, tu peux lui demander le remboursement des frais de transport depuis le lieu où tu étais en vacances. Donc tu ne pourras pas obtenir le remboursement de toutes tes vacances, mais uniquement du moyen de transport pour retourner travailler en gros. Mais dans tous les cas, si jamais ça t'arrive, vérifie ce qu'il y a dans ta convention collective ou ton accord collectif, parce qu'il y a certains de ces documents qui prévoient par exemple des jours de congés supplémentaires si jamais ton employeur écourte tes vacances pour que tu reviennes au boulot. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Amélie, vous partez? Non. Bah vous allez bien quelque part, vous allez où? Je vais aux toilettes. Mais vous revenez pas de votre pause déjeuner là? Oui. Donc votre pause déjeuner est terminée? Oui, elle est terminée, mais là je vais juste aux toilettes. Bah écoutez, pas de soucis. Par contre, comme vous le savez, si vous allez aux toilettes en dehors de votre temps de pause, on fait une retenue sur salaire. Donc là je note que vous y allez à 13h32 et puis bah on vous paiera pas le temps que vous allez aux toilettes, mais allez-y, je vous en prie. Le code du travail interdit les sanctions pécuniaires. Ça veut dire qu'un employeur n'a jamais le droit de moins te payer pour venir sanctionner un de tes comportements. La seule exception, c'est si jamais tu ne viens pas travailler ou si tu arrives en retard, parce que ton absence vient libérer l'obligation de l'employeur de te rémunérer. Si tu as besoin d'aller aux toilettes hors de ton temps de pause, ton employeur ne peut pas te retirer une partie de ton salaire. Ça c'est dû au fait que comme aller aux toilettes c'est un besoin essentiel, on considère que ton employeur n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de contrôler si tu y vas, combien de fois tu y vas, combien de temps tu y vas. Par contre évidemment, il ne faut pas que tu abuses sur la fréquence de ton passage aux toilettes ou la durée. Parce que si tu le fais, là effectivement l'employeur pourra avoir son mot à dire. Sauf si tu as un problème médical particulier. Pour plus d'informations sur l'air... Bonjour. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Je viens travailler. Ah, les RH vous ont pas prévenu. On met fin à votre période d'essai. J'ai commencé hier. Oui, mais on sait déjà que ça va pas fonctionner. On devait vous le dire hier en fin de journée. Hier, j'ai juste récupéré mon ordi et fait une journée d'intégration. Concrètement, j'ai même pas commencé à travailler. Donc je vois pas comment vous avez pu apprécier mes compétences professionnelles là. Non mais écoutez, je suis désolée, mais là ça sert à rien d'insister. Ah bah si, je vais insister. Vous n'avez pas le droit de mettre fin à ma période d'essai comme ça. Ça sert justement à ça une période d'essai. On peut la rompre quand on veut et sans raison. Même en période d'essai, ton employeur ne peut pas faire n'importe quoi. En fait, pour rappel, la période d'essai, c'est fait pour tester tes compétences, ta capacité à occuper le poste. Donc si l'employeur met fin à ta période d'essai, alors que concrètement, t'avais même pas eu le temps de commencer à travailler, de montrer ce que tu sais faire, bref, de faire tes preuves, ton employeur, dans ce cas-là, ne respecte pas la finalité de la période d'essai. Et dans ce cas-là, la rupture de la période d'essai est abusive, donc illégale. Si ça t'arrive, tu peux contester la rupture et demander des dommages et intérêts, donc le versement d'une somme d'argent qui permettra de compenser les dommages que tu as subis
Pour ça, il faudra que tu saisisses le Conseil des prud'hommes, qui est le juge en droit du travail. La procédure est totalement gratuite, t'as pas besoin de te faire représenter par un avocat. Évidemment, c'est toujours plus safe d'être défendu par un avocat devant un juge, mais si t'as pas les finances pour en prendre un, c'est toujours bon de savoir que tu as le droit d'aller seul au prud'homme. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.